Cette figure illustre un aimant droit entouré par des copeaux de fer. Ces copeaux s'orientent en fonction du champ magnétique de l'aimant et permettent donc de le visualiser. Ce champ magnétique est représenté par des lignes de champ. Les copeaux sont alignés sur ces lignes de champ. Avec un aimant droit, elles s'étendent en arc de cercle sur le pourtour d'un pôle à l'autre. Les lignes de champ vont du pôle nord vers le pôle sud. La force qui génère ce champ est située à l'intérieur de l'aimant. C'est là que les lignes de champ se rejoignent. Le champ magnétique terrestre est semblable à celui d'un aimant droit. Les lignes de champ forment également des arcs de cercle d'un pôle à l'autre. Ce sont ces lignes qui agissent sur une boussole d'orientation. Avec un aimant en fer à cheval, la forme du champ magnétique n'est pas la même. Comme les pôles sont l'un à côté de l'autre, les lignes sont parallèles à l'intérieur du fer à cheval. Un champ magnétique se crée dès qu'un conducteur est traversé par un courant. Ce champ se forme sur le pourtour du conducteur. Si la polarité s'inverse, les lignes du champ magnétique changent elles aussi de sens. L'orientation des lignes du champ magnétique autour d'un conducteur électrique dépend donc du sens du courant. Plus le courant est fort, plus l'intensité du champ augmente. Plus le conducteur s'éloigne, plus elle diminue. En dessin technique, le sens du courant est représenté par une croix ou encore un cercle contenant un point. Observons le champ magnétique d'une boucle conductrice. Toute tension au niveau de la boucle génère un champ magnétique. Le sens des lignes de champ varie en fonction de la direction du courant. C'est encore plus net vu du dessus. Une bobine comporte plusieurs boucles conductrices appelées spires conductrices. Si une tension est appliquée à cette bobine, elle génère des champs magnétiques autour de chacune des spires. Les champs magnétiques des spires conductrices forment un champ magnétique global. Des lignes de champ parallèles se forment à l'intérieur de la bobine. À l'extérieur, elles sont en arc de cercle. Le champ magnétique interne à la bobine est homogène. Les lignes de champ se complètent et ainsi amplifiées agissent dans un seul sens. Cette structure élémentaire est comparable à un petit électroaimant. Les ouvertures de la bobine constituent des pôles magnétiques. Pour renforcer l'effet de l'électroaimant, on insère un noyau de fer à l'intérieur de la bobine. Le fer comporte des aimants élémentaires qui s'alignent et amplifient ainsi la puissance électromagnétique de la bobine. Le noyau de fer est par là même magnétisé. Si l'on coupe le flux de courant de la bobine, le noyau de fer conserve un magnétisme résiduel. L'intensité magnétique résiduelle est fonction du matériau du noyau. En théorie, il s'agit d'un aimant droit. Les électroaimants et la bobine d'allumage d'une voiture intègrent eux aussi un noyau de fer qui amplifie les champs magnétiques de la bobine. L'intensité du champ magnétique d'une bobine dépend plus particulièrement de deux facteurs. Le nombre de spires de la bobine. Plus il est important, et plus le champ magnétique est intense. Et l'intensité du courant qui traverse la bobine. Plus elle augmente, et plus le champ magnétique se renforce. Faisons une petite expérience pour mieux mettre en évidence le phénomène de l'induction de la tension. Prenons une bobine constituée de plusieurs spires, puis plaçons un aimant permanent le plus près possible de la bobine au niveau de son axe. La bobine est alors située dans le champ magnétique de l'aimant permanent. Nous pouvons relever la valeur de la tension induite à l'aide d'un voltmètre. Le voltmètre montre que la tension induite est nulle en l'absence de mouvement de l'aimant permanent ou de la bobine.
Mais que se passe-t-il si l'aimant effectue un va-et-vient permanent à côté de la bobine? Lorsque l'aimant permanent monte, le voltmètre indique une tension croissante supérieure à 0. La tension commence à baisser dès que l'aimant inverse son mouvement et qu'il se met à descendre. Au-delà de l'axe de la bobine, la tension induite est négative. Augmentons maintenant sa vitesse de déplacement. Nous remarquons que la tension induite augmente. Seule une variation du champ peut donc induire une tension. Un champ magnétique constant dans le temps ne génère pas de tension induite. La polarité de la tension est fonction du sens de déplacement du champ qui la déclenche, appelé champ d'excitation. Utilisez le curseur pour influer sur la vitesse de déplacement. Cette bobine est située dans le champ magnétique de l'aimant permanent. La loi d'induction de Faraday dit qu'une tension est induite dans la bobine lorsque le champ magnétique évolue dans le temps. L'évolution du champ magnétique dans le temps peut être due au mouvement de l'aimant permanent à côté de la bobine. Dans le cas d'un mouvement ascendant et descendant continuel, la courbe de tension est la suivante. Si la vitesse de déplacement de l'aimant augmente, la tension s'accroît également. Lorsqu'une bobine est située dans un champ magnétique homogène, la tension induite peut être calculée à l'aide de l'équation suivante. L'amplitude de la tension induite U majuscule est proportionnelle au nombre de spires W minuscule de la bobine à la densité du flux B majuscule. La densité du flux a trait à l'intensité du champ magnétique. Elle correspond au nombre de lignes de champ rapportées à la surface, à la longueur du conducteur de la bobine L minuscule et à l'évolution du champ magnétique dans le temps, c'est-à-dire à la vitesse de déplacement de l'aimant. L'induction sert à convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est le principe de l'alternateur. Quel est l'effet d'un champ magnétique sur un conducteur traversé par un courant? Nous allons mener une expérience avec un conducteur suspendu à 2 torrents de cuivre conducteurs. Ce conducteur est situé dans le champ magnétique d'un aimant permanent libre. Les torrents de cuivre sont reliés à une source de tension réglable. L'ampèremètre accordé indique l'intensité momentanée, à savoir 0, ampère en un premier temps. Appliquez une tension en déplaçant le curseur de la source de tension de manière à alimenter le conducteur avec un courant continu par le biais des torrents. Augmentez ou réduisez la tension appliquée avec le curseur afin de modifier l'intensité du courant. À vous d'agir sur le curseur. Cliquez sur OK pour mettre fin à l'expérience. Comme vous avez pu le voir, notre balançoire se déporte d'un côté. Un conducteur traversé par un courant est situé dans un champ magnétique et donc soumis à une force, la force de Lorentz. Cette force augmente au gré de l'intensité du courant. Pour modifier le sens de cette force, il faut savoir faire pivoter l'aimant, soit inverser la polarité des bornes de raccordement. Utilisez les boutons pour revoir l'effet de la force de Lorentz. Pour inverser la polarité de l'aimant, cliquez sur le pôle sud de ce dernier ou déplacez l'un des pôles pour le mettre de l'autre côté. La force de Lorentz s'exerce sur un conducteur traversé par un courant dans un champ magnétique. L'aimant permanent génère un champ magnétique vertical qui va du pôle nord au pôle sud et se caractérise par l'intensité de champ ou densité de flux B majuscule. Le courant traverse le conducteur perpendiculairement au champ magnétique. Le courant à l'intérieur de ce conducteur produit un autre champ magnétique. Il y a alors interaction entre le champ magnétique et celui du conducteur traversé par le courant. Une force de Lorentz s'exerce perpendiculairement au champ magnétique et au flux du courant. Plus le conducteur est long et plus cette force est grande. La force F majuscule est proportionnelle à la densité du flux B majuscule, au courant du conducteur I majuscule et à sa longueur L minuscule. Son sens peut être déterminé par la règle dite de la main droite. Il s'agit de tendre le pouce, l'index et le majeur de la main droite de manière à former un système de coordonnées à 3 axes.
Le pouce est orienté dans le sens technique du courant, c'est-à-dire de la cause. L'index pointe dans le sens des lignes du champ magnétique, aussi appelé vecteur. Le majeur indique quant à lui le sens de la force de Lorentz, c'est-à-dire de l'effet. En mode moteur, les machines électriques convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique. En mode générateur, elles transforment l'énergie mécanique en énergie électrique. Le fonctionnement d'un moteur est basé sur la force de Lorentz. Tout conducteur traversé par un courant est situé dans un champ magnétique et soumis à une force. Dans ce modèle, la force de Lorentz s'exerce aussi sur un autre conducteur traversé par un courant de sens inverse, mais dans une direction opposée, conformément à la règle de la main droite. Si l'on relie deux conducteurs distincts dans une boucle conductrice tournante, les deux moitiés de cette boucle sont soumises à une force de Lorentz. C'est l'action qui en résulte qui provoque la rotation de la boucle. Pour que la rotation se poursuive, il faut inverser le sens du courant avant que la boucle conductrice ne revienne dans le champ magnétique, car celui-ci exercerait une action sur la boucle en mouvement, mais dans l'autre sens. Une rotation continue suppose donc une inversion périodique du sens du courant synchronisé par rapport au champ magnétique, en l'occurrence au bout d'un demi-tour. Elle suppose aussi d'autres boucles conductrices qui prennent la relève de la rotation lorsque la boucle conductrice du modèle élémentaire illustré ici se trouve hors du champ magnétique, c'est-à-dire hors de portée d'une force directe. L'implantation et le fonctionnement illustrés ici sont très fidèles au schéma simplifié d'une machine électrique. Utilisez le bouton pour inverser le fonctionnement. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.